Citation du professeur Carlos Frank, Université de Durham. J'ai passé toute ma vie à développer une théorie particulière de l'univers, et maintenant, cette théorie est remise en question. Je m'en réjouis, car c'est ainsi que nous avançons, que nous progressons en science. James Webb est en train de te renverser à peu près tout ce qui en cosmologie a été tenu pour vrai pendant 100 ans. La nouvelle image ultra profonde montre à nouveau que nous avons commis des erreurs en astronomie. Le télescope qui était censé nous montrer les premières étoiles de l'univers est en train de devenir un tueur de vision du monde précédent et pourrait nous apporter une toute nouvelle science. Tous les chercheurs ne tremblent pas de peur devant ces nouveaux faits. De nombreux scientifiques se réjouissent de cette révolution, car il était clair depuis longtemps que quelque chose ne tournait pas rond dans nos anciennes théories. Les divergences dans la mesure du taux d'expansion de l'univers auraient dû à elles seules réveiller les chercheurs il y a des années. Mais au lieu d'interpréter correctement les avertissements, ils se sont accrochés aux vieilles théories. Le rayonnement de fond cosmologique, ou CMB pour l'acronyme anglais, est considéré comme la lumière la plus ancienne de l'univers. Le CMB a été créé environ 380 000 ans après le Big Bang, lorsque l'univers s'est suffisamment refroidi pour que les électrons et les protons forment des atomes d'hydrogène stables. Les chercheurs appellent cette transition la rayonisation, et ce changement a rendu l'univers perméable à la lumière. Le CMB a été découvert pour la première fois en 1964 par les physiciens américains Arno Penzias et Robert Wilson. Alors que les deux scientifiques travaillaient sur un nouveau type de technologie d'antenne, ils sont tombés sur un bruit constant provenant de toutes les directions du ciel. Cette découverte a longtemps été considérée comme l'une des preuves les plus solides de la théorie du Big Bang. Penzias et Wilson ont partagé le prix Nobel et sont entrés dans l'histoire de l'astrophysique. Le CMB offre très probablement un instantané de l'univers jeune. Les minuscules fluctuations de température sont d'importantes sources d'informations sur les conditions qui régnaient dans l'univers peu après le Big Bang. Les scientifiques ont utilisé le CMB comme une empreinte fiable de la matrice de base du cosmos matériel pour mesurer le taux d'expansion de l'univers, entre autres. L'astronome Edwin Hubble avait déjà effectué ce calcul à la fin des années 1920. Hubble avait découvert que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous dans toutes les directions et que leur vitesse est proportionnelle à leur distance. Aujourd'hui, nous connaissons ces observations sous le nom de loi de Hubble ou de constante de Hubble. Bien sûr, Hubble ne disposait pas encore de techniques de mesure aussi performantes que celles utilisées des décennies plus tard. Lorsque le CMB a été découvert, les chercheurs ont recalculé le taux et la nouvelle valeur était nettement inférieure au chiffre avancé par Hubble. Plus tard, les scientifiques ont à nouveau recalculé le taux. Avec les supernovae de type 1A comme bougie standard, les astronomes disposaient d'une lumière si stable que cette lumière pouvait être utilisée comme une sorte de point de mesure fiable. La distance est calculée avec les bougies standards en comparant la luminosité observée avec leur luminosité réelle. Les mesures effectuées dans le CMB ont donné un taux d'expansion d'environ 67 km/s par mégaparsec, tandis que les mesures effectuées à l'aide des supernovae ont donné un taux d'expansion d'environ 74 km/s par mégaparsec. Qu'est-ce que S8 nous apprend vraiment ? Savais-tu que cette différence dans la détermination du taux d'expansion de l'univers est connue depuis les années 1990 ? Depuis cette époque, les chercheurs savent ou plutôt soupçonnent que quelque chose pourrait clocher dans l'évaluation du CMB, les méthodes de mesure ou l'idée de l'expansion de l'univers. L'écart entre les différentes valeurs mesurées du taux d'expansion de l'univers est connu en science sous le nom de tension S8 ou tension de Hubble. Les implications de cette tension ne se résument pas à une simple différence de mesure. Les différents résultats nous montrent que des choses profondes sur la façon dont nous avons compris l'univers jusqu'à présent sont erronées. Pendant longtemps, les chercheurs ont été désemparés. Depuis que le télescope spatial James Webb est entré en service, il a réservé aux scientifiques quelques surprises qui pourraient désormais éclairer le problème du taux d'expansion de l'univers. Des galaxies si anciennes et si matures que leur formation doit théoriquement être antérieure au Big Bang bouleversent complètement l'ancienne science. En astrophysique, il n'est plus question d'écart ou de différence de mesure. Les chercheurs parlent de la plus grande crise de l'astronomie moderne. Non seulement le taux d'expansion de l'univers pourrait être erroné, mais c'est toute l'idée de l'expansion ou du Big Bang qui est mise à l'épreuve. Nous voyons dans les images de Webb la preuve d'un univers très différent de ce que nous avons longtemps pensé. La tension S8 a été un premier avertissement,
et tous les chercheurs qui croyaient encore aux anciennes théories ont maintenant un problème. Ne savons-nous vraiment rien de l'univers ? De nos jours, de nombreux scientifiques se tiennent sur les décombres de l'œuvre de leur vie. Ils regardent l'espace avec horreur et ne comprennent plus ce qu'ils voient. Face à la crise de la science, nous devons nous interroger. Que savons-nous vraiment de l'univers ? Pour répondre à cette question, nous devons comprendre comment fonctionne la science. Les scientifiques théoriciens utilisent un réseau complexe de modèles mathématiques, de données empiriques et de raisonnements déductifs pour tirer des conclusions du général au particulier. Leurs connaissances proviennent d'une combinaison de phénomènes observés, de résultats expérimentaux et de nombreuses analyses théoriques. Le mot théorie, à lui seul, nous montre qu'il s'agit de constructions et d'idées, mais pas de vérité. Les seules connaissances pratiques dont nous disposons sont les images que nous fournissent les télescopes, les sons, les ondes et les rayonnements que nous pouvons capter avec les radiotélescopes et les dernières données que nous apportent les systèmes de mesure des neutrinos ou les détecteurs d'ondes gravitationnelles. Avec le télescope spatial James Webb, nous disposons désormais d'un instrument avec lequel nous pouvons pour la première fois décomposer la lumière la plus ancienne en fréquences individuelles et l'analyser d'une manière qui n'a jamais été possible auparavant. Webb peut nous montrer quels éléments étaient prédominants dans les galaxies il y a plus de 13 milliards d'années, quelle masse était contenue et combien d'étoiles cela indique. Et le télescope peut reconstituer la forme et la direction du mouvement d'une galaxie. Mais Webb peut aussi avoir des faiblesses. Sur certaines images, par exemple, le télescope ne peut pas déterminer avec certitude si nous voyons vraiment des galaxies ou des trous noirs qui brillent tout autant qu'une galaxie en raison d'énormes disques d'accrétion. Nous devons nous rendre à l'évidence. Notre science s'est longtemps développée de manière à accepter trop d'éventualités comme des vérités et à négliger les explications alternatives. La recherche a longtemps été certaine d'avoir raison. Les dernières découvertes du télescope James Webb sont des indices importants pour remplacer les théories par de nouvelles vérités, comme cela s'est produit des dizaines de fois en science. Les scientifiques sont actuellement dans l'expectative. Les nouvelles découvertes sont trop folles et il semble impossible pour de nombreux chercheurs de trouver de nouvelles explications pour l'instant. Les nouvelles découvertes ébranlent les fondements de notre physique et cela fait peur à de nombreux chercheurs. Les enseignements de la physique d'aujourd'hui sont encore largement basés sur les enseignements d'Isaac Newton, qui a mené des recherches au XVIIe siècle. Pendant des siècles, ces lois du mouvement et de la gravité ont été le fondement de la compréhension physique du monde réel, y compris de l'univers. Les lois de Newton expliquent les mouvements des objets dans les conditions de la vie quotidienne et fonctionnent très bien sur Terre. Dans l'espace, cependant, ces idées ont dû être étendues, ce qui a été fait en grande partie par Albert Einstein au début du XXe siècle. Sa théorie spéciale de la relativité a été publiée en 1905 et a révolutionné la compréhension de l'espace et du temps. Einstein a prouvé que l'espace et le temps sont relatifs l'un à l'autre et dépendent du mouvement de l'observateur. La théorie générale de la relativité a suivi en 1915 et a étendu le concept avec des preuves mathématiques des phénomènes gravitationnels basés sur la courbure de l'espace-temps par des masses telles que les étoiles ou les galaxies. Les lois et les idées d'Einstein étaient cohérentes dans de nombreux domaines, mais il a également atteint ses limites. Le chercheur savait de son vivant que ces théories ne suffiraient jamais à décrire l'univers dans son ensemble. Il rêvait de trouver la formule du monde, mais il n'y est pas parvenu. D'ailleurs, aucun autre chercheur n'y est parvenu à ce jour. Où est l'erreur ? Ne serait-il pas intéressant de savoir où se situe l'erreur ? Michio Kaku, le célèbre astro-scientifique américain, a déclaré dans une interview que la personne qui résoudra ce problème gagnera certainement un prix Nobel. Voyons quels sont les faits que les scientifiques ont pu négliger. Où ont-ils pu mal interpréter des phénomènes ? Ou bien, nos télescopes sont-ils à blâmer ? En tête de liste des suspects des véritables causes de la crise cosmologique se trouvent la matière noire et l'énergie noire. Nos modèles actuels de l'univers comprennent des concepts selon lesquels la matière noire et l'énergie noire constituent ensemble environ 95% de l'univers. Cependant, ni l'une ni l'autre n'ont jamais été observées directement et par conséquent, leur existence réelle n'a jamais été prouvée. Soit elles n'existent pas du tout et nous devons expliquer différemment l'expansion de l'univers et la dynamique des galaxies, soit elles ont toutes deux des propriétés que nous ne connaissons pas encore. Une idée actuellement débattue est que les propriétés physiques des deux composants sombres ont changé au fil du temps.
ce qui pourrait même signifier que nous avons affaire à une sorte d'intelligence. La prochaine chose à être mise à l'épreuve est la gravité. Cette force, qui est censée entraîner une attraction par la masse ou une courbure de l'espace-temps par la masse, n'a pas encore été prouvée. Les idées sur la courbure de l'espace-temps proviennent en grande partie d'Einstein et ont été prouvées à de nombreuses reprises. Cependant, nous ne pouvons actuellement pas exclure la possibilité que la gravité ait des propriétés complètement différentes de ce que nous pensions, ou que ce soit un autre effet qui provoque l'attraction gravitationnelle sur et entre les objets. Au fil des décennies, un certain nombre de valeurs ont été établies dans notre cosmologie et notre astrophysique, comme ce que l'on appelle les constants cosmiques. Il s'agit de valeurs qui sont largement fiables car elles ne changent pratiquement pas. Des valeurs ont montré que des petites variations de ces prétendues constantes apportent un nouvel élan à l'univers et que nous pourrions expliquer un certain nombre de phénomènes sans l'existence de l'énergie noire. Il est également possible que nos interprétations du décalage vers le rouge de la lumière soient erronées et que pendant des décennies, nous ayons mesuré des distances incorrectes au sein du cosmos et également déterminé de manière erronée l'âge des galaxies. Peut-être que nos hypothèses sur les conditions initiales de l'univers étaient également incorrectes. Il se peut que nous ayons mal interprété le rayonnement cosmique de fond et il est également possible que l'univers ne puisse pas être ramené à un seul point de départ. Cela signifierait que l'idée du Big Bang est erronée. Bien que nous soyons technologiquement avancés, nous ne pouvons pas exclure des erreurs mineures dans le télescope Webb ou d'autres instruments d'observation. Peux-tu imaginer que de grands noms de la physique comme Stephen Hawking ou le père de la matière noire Ian Oort et de nombreux autres astronomes ont fondé leur théorie sur une illusion? Cela semble fou, mais c'est un fait qu'à partir des années 1930 environ, les chercheurs ont basé notre cosmologie sur l'existence de la matière noire. Cependant, il n'a pas encore été prouvé que cette matière noire existe réellement. Pour simuler la formation et l'évolution des amas de galaxies et des galaxies virtuelles, nous avons dû inclure au moins un élément dont nous ne savons pratiquement pas s'il est réel. Voilà le hic. Pendant un certain temps, les calculs fonctionnaient encore. L'énergie noire et la matière noire étaient comme des bouchons physiques qui remplissaient leurs fonctions. Mais ensuite, les modèles ont atteint leurs limites. La tension de Hubble, dont nous parlerons plus tard, a en fait été le premier signal d'alarme. Au fil du temps, de plus en plus d'incohérences ont été ajoutées à la cosmologie actuellement valide et aujourd'hui, James Webb et Flamingo détruisent enfin les vieux rêves des scientifiques d'avoir compris et décodé l'univers. Quelque part, nous avons négligé un élément crucial. L'une des principales caractéristiques du travail de Flamingo est que cette étude ne travaille pas seulement avec des modèles de matière noire, mais donne également de l'espace au monde de la matière ordinaire et aux nouvelles particules telles que les neutrinos. La matière ordinaire représente environ 16% de toute la matière de l'univers et sa compréhension est cruciale si nous voulons vraiment comprendre l'évolution cosmique. De nombreuses simulations ont été et sont actuellement effectuées sur de puissants superordinateurs avec des scénarios variés et en tenant compte de nombreux facteurs tels que les vents galactiques et les masses de neutrinos. De cette façon, les scientifiques ont pu améliorer considérablement la précision des prédictions, mais la véritable percée vers une compréhension universelle de la cosmologie n'a pas encore été réalisée malgré ce travail dévoué. Les simulations générées et les innombrables données virtuelles sont comme un puzzle passionnant et chaque nouvelle observation réelle de James Webb ou d'autres télescopes dans le monde est un aliment précieux pour des simulations toujours nouvelles et le développement de nouvelles techniques d'analyse des données. Le dilemme cosmologique est parfait. Aurais-tu jamais cru qu'un télescope pouvait pousser des scientifiques au bord de la folie? Nous n'avons jamais entendu autant d'astronomes et de cosmologistes dire des choses comme « Nous ne savons plus, nous sommes perdus » ou « Personne ne sait ce qui nous attend ». Certains sont dans un esprit d'optimisme et d'autres sont déprimés. Ce en quoi ils ont cru pendant des décennies n'est soudain plus vrai et certains scientifiques doivent aujourd'hui repartir de zéro. Ceux qui croyaient au Big Bang il y a 13,8 milliards d'années et à l'ère sombre de l'univers qui s'en est suivi, sont confrontés à des galaxies brillantes et très avancées qui existaient en réalité lorsque l'univers commençait tout juste à produire ses premières étoiles. James Webb a découvert un certain nombre de galaxies qui brillaient déjà comme d'anciennes galaxies dans l'espace, seulement 300 ou 400 millions d'années après le Big Bang. Cela éclaire d'un jour totalement nouveau la grande question de la physique. Quelle quantité de matière existe réellement? Comment s'est-elle formée et surtout, quand? Flamingo exacerbe le dilemme en représentant en particulier les structures cosmologiques à grande échelle et en montrant là aussi que la répartition réelle de la matière dans l'univers
ne correspond pas aux anciens calculs. Les images fascinantes de Flamingo montrent virtuellement la répartition et l'évolution de toutes les galaxies et de tous les amas de galaxies connus dans l'espace. Nous savons maintenant que la matière et les galaxies se déplacent le long d'un réseau cosmique. Ce réseau est l'une des plus grandes structures actuellement connues dans l'univers et se compose de filaments qui sont probablement constitués d'un mélange de matière normale et d'une hypothétique matière noire. Les idées sur la matière noire ont jusqu'à présent servi d'explication à de nombreux effets de la gravité et d'autres forces agissant entre les galaxies et des structures encore plus grandes de l'univers. Depuis que James Webb et les divergences dans les simulations ont montré que les calculs ne fonctionnaient pas dans les structures supérieures, la matière classique et les théories alternatives sont revenues sur le devant de la scène. Il existe des théories selon lesquelles de légères variations de constantes cosmiques supposées fixes peuvent expliquer presque tous les effets visibles de la cosmologie et des mouvements des galaxies, même sans supposer l'existence de la matière noire. La théorie Mond, par exemple, modifie les lois du mouvement de Newton à de très faibles accélérations, telles qu'elles se produisent dans les régions extérieures des galaxies, et peut ainsi expliquer les courbes de rotation observées des galaxies, même sans l'hypothèse d'une matière invisible. Cela soulève bien sûr la question de savoir si tous nos calculs et nos idées concernant la prédominance de la matière noire dans l'univers n'étaient pas erronés jusqu'à présent. Les grandes divergences en cosmologie. Hubble et S8. L'astronome Hubble est considéré comme l'un des pères de la théorie du Big Bang. Dans les années 1920, il a observé le mouvement des galaxies et est arrivé à la conclusion que les galaxies lointaines s'éloignaient de nous. C'est ainsi qu'est née l'idée de l'expansion, dont d'autres preuves sont apparues plus tard, par exemple dans le rayonnement cosmique de fond. L'univers a ensuite été mesuré sur la base de ces valeurs, et celles-ci ont à nouveau joué un rôle décisif dans la détermination de l'âge. Mais c'est là que le bât blesse, car l'amélioration des méthodes de mesure et les progrès constants de nos possibilités technologiques ont permis d'effectuer de nouvelles mesures. Et voilà que de petites divergences révélatrices sont apparues, qui sont aujourd'hui connues sous le nom de tension de Hubble. En gros, cela signifie que les observations directes d'étoiles et de galaxies proches montrent une expansion plus rapide que les calculs basés sur la lumière du Big Bang. Flamingo a maintenant découvert une nouvelle divergence, cette fois au niveau du paramètre S8. Ce paramètre traite de la distribution de la matière dans l'univers et représente le degré d'agrégation ou de regroupement de la matière au niveau régional dans l'univers. Ces observations doivent d'une manière ou d'une autre être compatibles avec le rayonnement cosmique de fond. Ce rayonnement, appelé FDC en abrégé, est considéré comme une relique du Big Bang et une sorte d'empreinte des structures présentes dans le jeune univers. Ce que nous voyons aujourd'hui remonte directement à ces premières structures. C'est un peu comme si tu gonflais un ballon avec un point dessus. Plus le ballon grossit, plus le point change jusqu'à ce qu'il ne soit plus reconnaissable en tant que tel. Mais si nous laissons l'air s'échapper, les structures étirées se réunissent pour former un point. Les valeurs S8 décrivent essentiellement l'expansion du ballon, ou plutôt la façon dont la matière se comporte lors de cette expansion. Puisque le FDC est censé être une sorte de matrice primordiale, les mesures actuelles doivent pouvoir être calculées en fonction de cette matrice. Cependant, ce n'est pas toujours possible et c'est là que commence un autre problème. Les expériences sur le FDC ont soudainement donné des valeurs S8 plus élevées et il est donc clair que nous avons également une divergence ici, ce qui exacerbe encore la crise. Il existe bien sûr un lien entre une tension S8 et la tension de Hubble. En reprenant notre exemple du ballon, les tensions S8 du taux d'expansion montreraient des divergences dans la distribution des motifs sur le ballon et la tension de Hubble se produit à la vitesse et à la régularité correspondant à l'expansion du ballon. Les scientifiques se trouvent face à une énigme et personne ne sait aujourd'hui ce que cela signifiera exactement pour l'avenir. Ces sources d'erreurs ont déjà été trouvées. Peux-tu imaginer avec quelle fébrilité les scientifiques cherchent actuellement les réponses ? Les chercheurs qui résolvent cette énigme cosmique ne sont pas seulement récompensés par une reconnaissance, des prix et de nouveaux fonds de recherche. Ils sont aussi animés par une curiosité qui les pousse à continuer à chercher. De nombreux aspects sont actuellement inclus dans les calculs afin de trouver une issue au dilemme. Où sont les erreurs ? Quelle force ou quel type de matière n'a pas été suffisamment pris en compte jusqu'à présent ? Ou bien, y a-t-il des facteurs complètement nouveaux dans l'univers que nous pouvons maintenant découvrir ? Il est difficile d'imaginer la complexité à laquelle les scientifiques doivent faire face lorsqu'ils essaient de calculer la dynamique de l'univers. Nous savons à quel point il est parfois difficile de prévoir le temps qu'il fera sur Terre et de reconstituer les processus complexes de l'atmosphère. Dans l'univers, ces calculs et ces prédictions s'étendent sur des dimensions incroyablement grandes
à la fois dans le temps et dans l'espace, et au sein de ce temps et de cet espace, il y a de nombreux composants et beaucoup d'inconnus. Outre le principal suspect, la matière noire, de nombreuses autres valeurs font actuellement l'objet d'un examen minutieux et d'autres reçoivent soudainement plus d'attention parce que leur rôle a peut-être été sous-estimé dans le passé. La matière ordinaire, par exemple, n'est pas seulement soumise à la gravité, mais aussi à des paramètres tels que la pression des gaz, l'influence des vents galactiques, les explosions de supernovas ou les activités d'énormes trous noirs. Nous ne savons pas encore quel rôle jouent les neutrinos et autres particules extrêmement chargées qui sont projetées dans l'espace par ces événements. Notre univers est probablement une interaction complexe, semblable à la dynamique écologique de notre planète. Imagine que les scientifiques veuillent décrire les processus, les interrelations et les forces à l'œuvre dans une prairie fleurie chaotique ou utiliser des simulations informatiques pour représenter les processus de cet habitat. Il serait possible d'en décrire certaines parties, mais il serait tout simplement impossible de décrire toute la complexité en quelques formules mathématiques. Un signal alarmant a été reçu par le télescope James Webb et il provient directement de notre galaxie voisine, Andromède. Cette galaxie, qui abrite des milliards d'étoiles, est l'une des plus belles galaxies connues de l'univers, mais elle est aussi dangereuse. Parfois, cette galaxie dévore des mini-galaxies entières, et elle se précipite actuellement vers notre Voie lactée à plus de 100 km par seconde. Cet étrange signal est-il une première indication de la rencontre imminente entre la galaxie d'Andromède et la Voie lactée, ou avons-nous affaire à un étrange phénomène inconnu ? James Webb a tourné ses yeux aiguisés vers la galaxie et nous montre maintenant quelque chose d'étonnant. Cette galaxie nous a déjà montré de façon impressionnante qu'elle n'est pas ce que l'on croit. Dans les années 1920, de grands noms comme Arlo Shapley, Heber Curtis et Edwin Hubble ont mené des recherches en utilisant les dernières technologies de l'époque. Grâce aux réalisations de l'ingénierie électrique, les performances des télescopes ont considérablement augmenté au début des années 1920. Et pour la première fois, les astronomes ont pu regarder au-delà des bords de notre galaxie. À cette époque, Heber Curtis faisait encore partie des chercheurs qui pensaient que la Voie lactée constituait l'univers tout entier. Son collègue Arlo Shapley, lui, soupçonnait déjà l'existence d'autres galaxies et l'existence d'un univers beaucoup plus vaste. Shapley et Hubble avaient repéré d'étranges nuages nébuleux derrière la frontière de la Voie lactée. L'un d'entre eux a été baptisé nébuleuse d'Andromède car il se cache derrière la constellation d'Andromède. À l'époque, Andromède a d'abord été considérée par l'ensemble de la communauté scientifique comme une simple nébuleuse qui se trouvait pratiquement en dehors de l'univers réel. En 1924, Hubble a alors réalisé une percée révolutionnaire et a pu prouver qu'Andromède et plusieurs autres nébuleuses découvertes étaient en fait des galaxies. C'est fou, hein ? C'était il y a tout juste 100 ans. Cela fait donc 100 ans que nous connaissons l'existence d'autres galaxies et la véritable nature d'Andromède. À l'époque, les gens ont eu la première impression que l'univers était encore plus grand que ce qu'ils avaient imaginé auparavant. Nous avons connu de tels bouleversements à maintes reprises au cours de notre histoire. Auparavant, les gens pensaient que la Terre était tout ce qu'il y avait, et que le Soleil était un trou dans le ciel à travers lequel la lumière d'un dieu éclairait la Terre. Ensuite, les gens ont pensé que la Terre était un disque et que tu tombais dans le néant ou l'enfer si tu allais au-delà du bord. Galilée a été assigné à résidence au XVIIe siècle pour avoir affirmé que la Terre tournait autour du Soleil, et quelques siècles plus tard, l'Église a finalement reconnu que la Terre était ronde. Peux-tu imaginer ce que Galilée aurait dit de telles images, ou comment l'Église du Moyen-Âge aurait réagi à l'idée de galaxies dans un univers presque infiniment grand ? Une galaxie 2 fois plus grande que notre Voie lactée et avec des trillions d'étoiles. Il y a une centaine d'années, Andromède s'est avéré être non seulement une galaxie, mais aussi un ensemble d'étoiles bien plus grandes et plus puissantes que les nôtres. Au départ, les astronomes pensaient que la galaxie était un disque ou un anneau. Bien que les télescopes aient fait d'importants progrès dans les années 1920, les possibilités d'observation n'étaient encore en rien comparables à la technologie dont nous disposons aujourd'hui. Ce n'est qu'avec une ingénierie nettement plus performante qu'il est apparu qu'Andromède était en fait une galaxie à bras spirales, comme notre Voie lactée. Seulement, Andromède est beaucoup plus grande. Avec un diamètre d'environ 220 000 années-lumière, Andromède est environ 2 fois plus grande que notre Voie lactée, qui a un diamètre d'environ 100 000 à 120 000 années-lumière.
Bien qu'elle ne soit qu'un peu plus de 2 fois plus grande, elle contient beaucoup plus d'étoiles. On estime que la galaxie d'Andromède abrite environ 1000 milliards d'étoiles, alors que la Voie lactée n'en compte que 100 à 400 milliards. Grâce à sa plus grande densité d'étoiles, Andromède est un véritable phare dans le ciel nocturne. Il y a 100 ans, les astronomes ne pouvaient que rêver de tels chiffres, de tels détails. Néanmoins, tu peux très bien imaginer à quel point la découverte d'autres galaxies a dû être excitante à l'époque. Aujourd'hui, nous savons avec certitude qu'il existe environ 50 milliards de galaxies. Les estimations supposent qu'il y a au total 100 à 200 milliards de galaxies dans l'univers observable. Certains calculs arrivent même au chiffre astronomique de 2000 milliards de galaxies. La majorité de ces galaxies se trouve dans un superamas, qui a été baptisé Superamas de Shapley en l'honneur de l'un des premiers chercheurs de galaxies. James Webb montre Andromède comme un anneau de fer. Il semble que chaque époque et chaque temps ait connu une révolution dans les domaines de la science et de la technologie. Le télescope qui porte le nom d'Edwin Hubble a radicalement changé notre vision de l'univers au milieu des années 1990. Et aujourd'hui, avec James Webb, nous disposons du meilleur télescope spatial de tous les temps. Avec des images infrarouges d'une netteté remarquable, ce télescope scrute les signaux lumineux de l'univers, aussi petits soient-ils. Contrairement à Hubble, Webb détecte des traces de lumière dans l'infrarouge. Grâce à ces instruments, ce télescope recueille chaque trace de lumière, aussi petite soit-elle, et assemble ces impulsions minimes en d'incroyables images après des heures de temps d'exposition. Hubble nous a déjà fourni une image puissante de la galaxie d'Andromède. Imagine que cette image ait été assemblée à partir de milliers d'images individuelles. Aujourd'hui, Webb examine à nouveau la galaxie d'Andromède à l'aide d'une technologie infrarouge unique, et une fois de plus, la surprise est au rendez-vous. Chaque nouveau télescope et chaque avancée technologique nous font découvrir de nouvelles régions de l'univers. La télescopie infrarouge nous offre des perspectives qui étaient inaccessibles avec les technologies antérieures. L'une des principales améliorations des observations dans l'infrarouge est la capacité à révéler les structures de poussière à l'intérieur des galaxies. Dans la galaxie d'Andromède, par exemple, la lumière infrarouge permet pour la première fois de voir clairement des anneaux de poussière qui sont restés cachés dans d'autres longueurs d'onde. Ces anneaux de poussière racontent l'histoire de la formation des étoiles au sein de la galaxie et témoignent des processus dynamiques. Les observations infrarouges sont généralement particulièrement utiles pour détecter les objets froids qui n'émettent pas assez de chaleur pour produire des ondes dans le spectre de la lumière visible. Les jeunes étoiles et leurs régions de formation sont donc particulièrement visibles pour Webb. Et le télescope voit tous les nuages de poussière froid qui pourraient éventuellement devenir des étoiles. Comme Webb ne se contente pas de détecter la poussière, mais qu'il la pénètre sans problème, nous pouvons maintenant voir à travers les nuages denses de gaz et de poussière, révélant les structures internes avec les centres galactiques actifs et les trous noirs supermassifs. Effrayant, le cannibalisme galactique. Alors que la plupart d'entre vous ont probablement entendu parler des fusions de galaxies, lorsque deux galaxies n'en font plus qu'une, le fait du cannibalisme galactique est probablement une surprise. Des galaxies qui se mangent entre elles, cela sonne comme le titre d'un mauvais film de science-fiction, et pourtant, ce phénomène est une réalité astronomique. Par cannibalisme, les chercheurs sur les galaxies entendent les processus au cours desquels une galaxie plus grande dévore littéralement la matière d'une plus petite. Contrairement aux fusions, la plus grande galaxie extrait toute la matière de la plus petite et la détruit. La structure de base de la plus grande des deux reste presque inchangée. Ce phénomène est déclenché par des processus gravitationnels. Si les galaxies se rapprochent suffisamment les unes des autres en raison de leur attraction mutuelle et que la différence de taille est importante, cela peut entraîner la désintégration de la plus petite galaxie. Ce phénomène a été observé notamment au sein des amas de galaxies, où de nombreuses galaxies se trouvent ensemble dans un espace confiné. L'interaction gravitationnelle entraîne une réaction dynamique au cours de laquelle les étoiles, le gaz et la poussière sont arrachés à la plus petite galaxie et incorporés à la plus grande. Les forces de marée dynamique peuvent déclencher d'énormes phases de formation d'étoiles et perturber les noyaux des galaxies concernées. Es-tu surpris d'apprendre que la magnifique Andromède est l'une de ces galaxies cannibales ? Il a été démontré que notre galaxie voisine a dévoré plusieurs de ces galaxies satellites. Certaines structures de la population stellaire d'Andromède servent de preuve de ces actes violents et les traces sont également visibles par exemple dans les galaxies M32 et M110, qui sont encore partiellement visibles aujourd'hui. Par ailleurs, notre Voie lactée n'est pas innocente dans ce drame cosmique.
Elle a déjà assimilé plusieurs galaxies plus petites au cours de son histoire et dévore actuellement la galaxie naine du Sagittaire. Le cannibalisme galactique joue probablement un rôle aussi important dans le développement des galaxies et la formation de la structure à grande échelle de l'univers que les mariages harmonieux entre galaxies ou même les rencontres au cours desquelles les galaxies ne se touchent et ne se modifient que partiellement. En raison des fascinants mouvements et interactions constants, les réseaux cosmiques sont en constante évolution et les réseaux cosmiques contribuent à leur tour, à leur manière, à la dynamique des galaxies. En somme, il s'agit d'une ronde cosmique que nous ne pouvons explorer et comprendre que par fraction. Le crash le plus puissant de tous les temps, Milky Dromeda. C'est vrai, en ce moment même, la galaxie d'Andromède se précipite vers nous à une vitesse de 110 km par seconde, et nous nous dirigeons également vers la galaxie d'Andromède. Le mariage cosmique des deux est inévitable, et il semble presque que les deux soient magiquement attirés l'un par l'autre. Dans environ 4,5 milliards d'années, l'apogée du spectacle cosmique des superlatifs aura lieu. La Voie lactée et la galaxie d'Andromède entameront alors leur fusion finale. Le résultat sera Milky Dromeda, et la naissance de cette nouvelle galaxie marquera la fin de deux entités galactiques distinctes. Ce rapprochement n'est pas brutal, mais un processus qui gagnera progressivement en intensité pendant des millions d'années. Au fur et à mesure qu'elles se rapprochent, les champs gravitationnels respectifs vont commencer à interagir l'un avec l'autre, entraînant des changements spectaculaires dans la structure des deux galaxies à une certaine distance. Tout d'abord, les étoiles extérieures entreront en collision. Leurs orbites seront perturbées par les forces gravitationnelles des unes des autres, ce qui peut donner lieu à un bel arrangement d'étoiles, bien que chaotique. Les étoiles et les amas d'étoiles, qui étaient auparavant stables dans leur disque galactique, seront alors projetés sur de nouvelles orbites. Certains seront même probablement catapultés hors des galaxies et voyageront ensuite dans l'immensité de l'espace intergalactique sans lien avec une galaxie. Dans le même temps, le gaz et la poussière entre les galaxies sont comprimés, ce qui entraîne une nouvelle vague de formation d'étoiles. Un feu d'artifice de jeunes étoiles brillantes accompagnera ce mariage galactique. Contrairement au cannibalisme, les deux s'entremêlent de plus en plus. Certaines régions fusionnent harmonieusement, tandis que d'autres subissent des changements majeurs sous la pression. Au cœur des deux galaxies, le drame devient encore plus intense. Les colossaux trous noirs centraux s'approchent l'un de l'autre, gravitant l'un autour de l'autre dans une danse de plus en plus rapprochée, jusqu'à ce qu'ils finissent par fusionner. Cette fusion s'accompagne de la libération de quantités massives d'énergie et d'énormes jets peuvent jaillir dans l'univers environnant à une vitesse proche de celle de la lumière. Au cours des centaines de millions d'années pendant lesquelles cette fusion a lieu, l'apparence de la galaxie résultante changera radicalement à plusieurs reprises. Dans la vie quotidienne de la plupart des gens, le sulfure de diméthyle, ou DMS pour l'anagramme anglais, ne joue probablement aucun rôle important. En fait, la plupart des gens n'ont probablement jamais entendu parler de ce composé chimique particulier, même s'ils l'ont très probablement rencontré à un moment ou à un autre. En détail, le DMS est formé par des algues microscopiques, le phytoplancton, qui dérive dans les couches supérieures des océans, et il est responsable de l'odeur typique que nous remarquons lorsque nous sommes à la plage. Outre ses propriétés olfactives, le DMS présente une autre caractéristique importante. Jusqu'à présent, nous ne connaissons que des sources biologiques pour ce composé soufré. Et lorsque la production d'une substance nécessite l'aide d'organismes, on comprend que le DMS joue un rôle très particulier dans la recherche de la vie extraterrestre. Et encore plus compréhensibles sont les cris de joie qui sont sortis des lèvres des astronomes de Cambridge en septembre 2023. Après tout, le télescope James Webb avait détecté rien de moins que cette biosignature potentielle sur l'exoplanète K2-18b. Le découvreur accablé, Niku Madhusudan, a alors déclaré à la presse que lui et ses collègues étaient complètement choqués par les relevés. Ce n'est pas étonnant, car après tout, l'existence de DMS dans l'immensité de l'espace n'est rien de moins qu'une indication sérieuse de vie extraterrestre. Et ce qui a d'abord été un choc pour les experts, s'est rapidement transformé en un rapport presque euphorique, qui a élevé sans cérémonie le télescope James Webb au rang de clé de la recherche cosmique de la vie. Mais la question est-elle aussi tranchée qu'il n'y paraît ? Si la molécule correspondante sur Terre n'est produite que par des êtres vivants et que nous la découvrons ensuite sur un corps extraterrestre, pourquoi la NASA n'a-t-elle pas officiellement annoncé que nos voisins microscopiques sommeillent sur K2-18b ? Eh bien, c'est parce que, comme souvent, le diable est dans les détails. Mais fondamentalement,
les conditions dans les cas de K218b sont tout sauf mauvaises. Le monde aquatique est-il un havre de vie ? Situé à environ 120 années-lumière de nous, dans la constellation du Lion, cet astre fait l'objet d'un soupçon passionnant, celui d'être une planète océanique, autrement dit, une planète dont la surface est entièrement recouverte d'eau et qui peut donc abriter la vie. Et si K218b a été ajouté à la carte des étoiles en 2015 grâce au télescope spatial Kepler, elle orbite autour de son étoile centrale, la naine rouge K218, à l'intérieur de la zone habitable. Celle-ci décrit à son tour la plage de distance à laquelle une planète doit se trouver par rapport à son étoile hôte pour que l'eau puisse y exister sous une forme liquide permanente. Comme nous le savons tous, l'élément humide et frais est considéré comme l'un des piliers fondamentaux pour le développement d'une vie similaire à celle de la Terre. Et bien que K218 soit nettement plus froid que le Soleil, son compagnon planétaire reçoit à peu près le même rayonnement que notre Terre en raison de la constellation donnée. En fin de compte, K218b ne se trouve qu'à 0,14 unités astronomiques de son étoile mère, de sorte qu'il ne lui faut que 33 jours pour effectuer une orbite complète. Et en effet, la colonne pro de la liste de discussion sur la vie contient également les entrées méthane et dioxyde de carbone. Et donc 2 indicateurs supplémentaires qui suggèrent que nous pourrions avoir affaire à une planète habitable. Si c'est vraiment le cas, ce serait une nouveauté cosmique, car jusqu'à présent, ces mondes aquatiques exotiques n'existent que sur le papier. Même si les grandes quantités de méthane et de dioxyde de carbone détectées, combinées à l'absence d'ammoniac, suggèrent que K218b est une planète semblable à Neptune, recouverte d'eau liquide, les substances détectées présentent également une complication malheureuse. Elles rendent d'autant plus difficile l'interprétation correcte des données DMS. Le mystère de la biosignature. En principe, le signal DMS était tout sauf prononcé dans les ensembles de données collectées, et il ne s'est révélé que lorsque les données ont été analysées d'une manière très spécifique. Le fait que la signature DMS identifiée par le spectromètre proche infrarouge NIRSPEC de Webb apparaisse dans une raie spectrale d'une longueur d'onde de 3,4 micromètres, et donc dans la plage même qui chevauche celle du méthane, n'a pas simplifié l'affaire. Et c'est justement là le nœud du problème, car les scientifiques estiment que la distinction entre le DMS et le méthane est tout simplement au-delà des capacités de NIRSPEC. Mais cela signifie-t-il également que les capacités de Webb ont déjà été entièrement épuisées et que nous ne serons pas en mesure de découvrir le véritable arrière-plan de la question du DMS ? Heureusement, non. Les chercheurs soulignent également qu'une preuve sans équivoque est possible en principe. Après tout, le DMS et ses produits de décomposition génèrent également une signature dans le domaine de l'infrarouge moyen, entre 9 et 13 micromètres de longueur d'onde. Et comme par hasard, c'est exactement la plage dans laquelle travaille le spectromètre MIRI de Webb. Alors que la première annonce de la NASA parlait encore d'une possible détection de la molécule de sulfure de diméthyle, dans ce contexte, les scientifiques de Cambridge, dirigés par Niku Madhusudan, ont finalement voulu en savoir plus. Et c'est ainsi que les astronomes ont à nouveau utilisé la vision infrarouge aiguisée de Webb pour percer le mystère entourant la supposée biosignature. Pour ce faire, les experts ont prévu 8 heures pour la recherche ciblée de DMS. 1 à 2 jours plus tard, l'équipe de recherche devrait alors recevoir les données et commencer l'évaluation. Cependant, il est dans la nature des choses qu'une telle évaluation des données soit pour le moins laborieuse, ou en d'autres termes, qu'elle prenne des mois avant d'être totalement achevée. La bonne nouvelle, cependant, c'est que les experts travaillent déjà sur l'analyse depuis plus de 6 mois, et qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que les dernières conclusions sur la présence de DMS sur K218b ne soient publiées. Quand nous pourrons détecter le DMS ? Heureusement, le reste du monde astronomique n'est pas condamné à attendre et à se tourner les pouces en attendant. Après tout, il peut aussi aborder la question du DMS d'un point de vue théorique. En d'autres termes, à l'aide de leurs modèles, les scientifiques sont en mesure de vérifier quand nous pourrons détecter l'existence de DMS sur K218b. Et c'est exactement ce qu'a fait l'équipe dirigée par Chang-Min Tsai de l'Université de Californie à Riverside. Dans le détail, les chercheurs ont reconstitué K218b et sa biochimie possible à l'aide de plusieurs modèles, simulant l'océan et l'atmosphère qui recouvrent la planète. Les scientifiques ont ensuite dû tester la quantité de DMS que nos micro-voisins extraterrestres devraient produire pour qu'ils s'accumulent dans l'atmosphère d'une manière détectable.
et la vitesse à laquelle il se décomposerait à nouveau sous l'effet des radiations. L'étude s'achève sur le résultat passionnant que l'évaluation actuelle des données par les collègues n'est pas vaine. En effet, il est théoriquement possible que les gaz sulfurés biogéniques sur des mondes océaniques riches en hydrogène, comme K2-18b, puissent s'accumuler à des concentrations détectables. Et pourtant, comme souvent, le grand mais suit à ce stade. Parce que cela ne s'applique que si les organismes de K2-18b sont de véritables bêtes de somme. En effet, la production extraterrestre de DMS devrait dépasser celle de la Terre d'un facteur 20 pour que nous puissions l'enregistrer avec nos instruments. Ceci pour la simple bonne raison que la majeure partie du DMS est immédiatement décomposée par voie photochimique sous l'effet du rayonnement solaire. Dans le cas de concentration nettement plus élevée, ce qui est tout à fait concevable pour les hypothétiques planètes océaniques, un effet protecteur naturel se produirait cependant, qui mettrait fin à la perte de DMS. Ainsi, ces produits de dégradation, tels que le diméthyldisulfure et le méthanéthiol, forment une sorte de bouclier protecteur autour des régions atmosphériques inférieures qui sont aussi protégées de toute nouvelle dégradation du DMS. Cependant, seul l'avenir nous dira dans quelle mesure ce scénario correspond à la réalité. Ce qui est déjà clair en revanche, c'est que la confirmation sans équivoque de la présence de DMS ne serait rien de moins qu'une étape sans précédent dans l'histoire de l'exploration spatiale. Et bien que Niku Matsusudan soit actuellement occupé à évaluer les nouveaux ensembles de données, comme mentionné un peu avant, il souligne qu'une seule détection directe suffirait à révolutionner toute l'histoire de la science. Rien d'étonnant à cela. Après tout, l'humanité se demande depuis des millénaires s'il existe d'autres formes de vie dans l'espace. En fin de compte, un seul exemple suffirait à mettre fin d'un seul coup à des millénaires de spéculations. 2007 OR10 est un miracle scientifique. Les chercheurs ne se seraient jamais attendus à découvrir une autre planète de cette taille aussi loin de notre propre système solaire. Depuis sa première observation en 2007, cette planète naine a attiré l'attention de la communauté scientifique. Avec un diamètre d'environ 1535 km, elle est l'une des plus grandes planètes naines connues de notre système solaire et 2007 OR10 présente des traces d'une surface riche en composés organiques complexes. Ce monde a été découvert par des astronomes à l'aide du télescope Samuel Oschin de l'observatoire Palomar. Sa rotation lente d'environ 45 heures et son emplacement isolé dans la ceinture de Kuiper en font l'un des objets les plus énigmatiques que nous connaissions. Aujourd'hui, les scientifiques veulent utiliser leur nouvelle arme miracle pour aller au fond de la planète. Le télescope James Webb est pratiquement prédestiné à analyser dans les moindres détails un monde lointain et presque obscur comme 2007 OR10. James Webb ne rate rien. Qui aurait pu penser qu'un seul outil technique pourrait révolutionner notre monde tout entier ? Parmi les experts, James Webb, le nouveau télescope spatial, est déjà considéré comme une légende. Pourtant, ce télescope n'est rien d'autre qu'un coup de génie technique que nous les humains avons construit au cours de décennies de travail minutieux et ingénieux afin de percer enfin les derniers grands mystères de l'univers. Ce télescope, le plus puissant de tous les temps, a coûté 11 milliards de dollars, et nous savons déjà que cet instrument vaut chaque dollar. Depuis son lancement à l'été 2022, les premières images du télescope bouleversent tout ce que nous pensions savoir. Le Big Bang est remis en question. Nos théories sur la formation de la matière et l'évolution des galaxies étaient très probablement erronées. Nous devons complètement repenser l'âge et la finitude ou l'infinité de l'univers. Webb nous a montré des galaxies si anciennes et si parfaites qu'elles ne pouvaient pas s'inscrire dans un univers jeune. Nous avons vu des images de trous noirs qui étaient si énormes et si grands à l'aube des temps qu'ils ne pouvaient absolument pas exister selon notre ancienne astrophysique. Nous devons maintenant repenser et nous ouvrir à une toute nouvelle vision du monde. Des planètes comme 2007 OR10 étaient déjà une sorte d'avertissement pour notre science. Nous sommes loin de tout savoir, et depuis le lancement de Webb, nous avons dû réaliser de plus en plus à quel point nous en savons peu sur l'univers. James Webb surpasse tous les télescopes précédents par ses capacités techniques exceptionnelles. Avec son immense miroir primaire de 6,5 mètres et ses instruments infrarouges de pointe, Webb peut observer les régions les plus profondes et les plus éloignées de l'univers. Sa sensibilité extraordinaire lui permet de détecter de façon fiable des sources lumineuses vieilles de 13,5 milliards d'années,
soit presque aussi vieille que l'univers lui-même. Webb peut voir à travers des nuages de poussière dense qui bloquent d'autres télescopes, révélant des étoiles et des planètes cachées. Cette capacité à observer l'univers dans des détails sans précédent fait du télescope James Webb un outil inestimable pour l'astronomie, ouvrant chaque jour les portes à des découvertes qui changeront fondamentalement la façon dont nous concevons le cosmos. Qu'est-ce que Webb trouvera sur 2007 OR10 ? Imagine le télescope James Webb pointant ses instruments de haute précision sur la mystérieuse planète naine 2007 OR10. Grâce à ses capteurs infrarouges avancés et à ses instruments spectroscopiques, Webb pourrait analyser la composition de la surface de ce corps céleste lointain dans des détails sans précédent. À l'aide de son spectrographe dans le proche infrarouge et de son instrument dans l'infrarouge moyen, Webb serait en mesure d'identifier les empreintes chimiques des matériaux présents sur 2007 OR10. Une éventuelle image du spectromètre pourrait nous donner des indications fascinantes sur les composés organiques complexes réellement présents ici et sur l'histoire qu'ils nous racontent. Les chercheurs soupçonnent que la coloration inhabituelle de la planète est due au tholline. Des traces de ces composés sont devenues visibles grâce à l'interaction de la lumière ultraviolette avec le méthane et d'autres molécules organiques simples. Les tholines présentent un intérêt particulier pour l'astrobiologie, car elles sont considérées comme des éléments constitutifs de molécules organiques plus complexes et seraient donc un élément de base pour le développement de la vie. De telles substances ont déjà été trouvées à proximité de plusieurs lunes du système solaire, qui sont également des candidats chauds pour la première découverte de vie extraterrestre. Leur présence sur les corps célestes, tels que 2007 OR10, pourrait indiquer que les lunes et les planètes naines ont joué un rôle jusqu'alors inconnu dans l'origine de la vie dans le système solaire. Ces composés pourraient nous donner des indices sur la façon dont la matière organique se forme et évolue dans le système solaire externe. Et nous obtenons des indices importants sur les conditions chimiques et physiques du début du système solaire. En outre, Webb pourrait confirmer la présence de glace d'eau et d'autres substances gelées qui indiquent les conditions géologiques et climatiques de la planète naine. En plus de ces incroyables traces de vie, 2007 OR10 possède un autre secret concernant son existence même. L'orbite de la planète n'a pas encore été entièrement confirmée. C'est pourquoi elle n'a pas de nom propre et n'est répertoriée qu'avec un numéro de catalogue provisoire. Jusqu'à présent, les détails de son orbite exacte et de ses propriétés physiques sont vraiment entourés de mystères. 2007 OR10 est si loin de nous que son observation avec les télescopes précédents n'était possible que dans des conditions très difficiles. Webb pourrait être d'une aide décisive à cet égard. Grâce à des observations précises et à un suivi à long terme, le télescope pourrait déterminer avec plus d'exactitude la période de rotation de la planète et suivre avec précision ses mouvements orbitaux dans la ceinture de Kuiper. Ces données seraient essentielles pour calculer l'orbite de 2007 OR10 avec une plus grande précision. Et une fois les critères de l'Union astronomique internationale remplis, la planète obtiendrait enfin son propre nom officiel. Webb, sur la piste des mystérieuses planètes scélérates. As-tu déjà entendu parler des planètes scélérates ? Ces objets sont des planètes en liberté dans l'espace, et comme 2007 OR10, ils sont extrêmement difficiles à étudier. Dans l'immensité infinie de l'espace interstellaire, les planètes sont carrément minuscules. Mais elles existent. Cela a été prouvé sans l'ombre d'un doute. Parfois, les chercheurs parviennent à détecter ces planètes, mais dès qu'elles sont capturées, elles s'échappent à nouveau à l'observation car elles disparaissent dans l'immense obscurité de l'univers. Le télescope James Webb a la capacité de détecter et d'étudier même ces planètes insaisissables. Les instruments infrarouges sophistiqués de Webb peuvent détecter même le faible rayonnement thermique intrinsèque des planètes scélérates. Ces planètes n'ont même pas de source de lumière propre et se déplacent en dehors de la luminosité des étoiles. Pourtant, même ces planètes émettent une quantité minime de rayonnement en raison des processus qui se déroulent en leur sein et de leurs mouvements dans l'espace, que nous pouvons détecter à l'aide d'instruments avancés tels que ceux de Webb. Cette formidable avancée permettra aux scientifiques d'analyser pour la première fois les propriétés et les compositions de ces planètes flottantes et ainsi de mieux comprendre l'histoire de la formation des planètes en orbite libre. Webb pourrait aider à déterminer le nombre et la répartition des planètes scélérates dans notre galaxie. Les chercheurs soupçonnent une certaine régularité dans ces phénomènes. Si nous savons à quelle fréquence et dans quelle région de l'univers le phénomène se produit, nous aurons ajouté une nouvelle pièce du puzzle au tableau général
de notre cosmologie. Grâce à Webb et à ses analyses précises, nous avons pu découvrir la structure interne et même l'éventuelle activité géologique des plus petites émissions thermiques de 2007 OR10. Des planètes errantes montrant des signes de processus géologiques et de noyaux actifs serait un autre miracle de la science. Depuis que nous avons commencé à l'explorer, l'univers nous a montré à maintes reprises que l'impossible n'existe pas. Cool, des Neptunes ultra chaudes. Nous connaissons tous Neptune, la géante de glace d'un bleu profond et plutôt froide qui se trouve aux confins du système solaire. Mais as-tu déjà entendu parler de Neptune ultra chaude ? Encore une fois, nous avons une classe fascinante, nouvelle et vraiment inhabituelle d'exoplanètes que nous n'aurions jamais découvertes sans nos immenses progrès en matière de technologie d'observation. Ces planètes ont une composition similaire à celle de Neptune, mais elles orbitent extrêmement près de leur étoile, souvent beaucoup plus près que Mercure autour de notre Soleil. En raison de cette proximité, les surfaces de ces planètes semblables à Neptune atteignent des températures incroyablement élevées. À plus de 1700 degrés Celsius, ces planètes peuvent être de véritables mondes d'horreur. Ces conditions extrêmes entraînent de nombreux autres phénomènes intéressants et bouleversent complètement les théories existantes sur la formation et l'évolution des planètes. Les Neptunes ultra chaudes ont une surface si chaude qu'elles peuvent diviser des gaz tels que l'hydrogène, l'hélium et le méthane en composants atomiques. Ces températures extrêmes peuvent entraîner une fuite atmosphérique, où les planètes perdent leur gaz en raison des radiations intenses et des vents stellaires puissants. Kelt 9b est un exemple notable de Neptune ultra chaude, dont la température est si élevée que les molécules telles que l'eau ne peuvent exister sous une forme stable et se décomposent en hydrogène atomique. L'existence de Neptune ultra chaude bouleverse nos anciennes théories sur la formation des planètes, car selon nos théories conventionnelles, de telles planètes ne devraient pas exister. Elles auraient dû être détruites lors de leur formation ou par leur extrême proximité avec leur étoile. Leur observation remet donc en question notre compréhension et oblige les scientifiques à développer de nouveaux modèles et de nouvelles théories. Ces planètes offrent une occasion unique d'étudier les mécanismes de migration planétaire et d'échappement atmosphérique dans des conditions extrêmes. Le télescope James Webb joue aujourd'hui un rôle crucial dans l'étude des Neptunes ultra chaudes. Grâce à ses instruments infrarouges sophistiqués, Webb peut également analyser en détail le rayonnement thermique et les signatures spectrales de ces planètes. Webb peut examiner la composition des atmosphères et déterminer quelles molécules sont réellement présentes ou absentes dans l'environnement des Neptunes ultra chaudes. Ces données sont cruciales pour comprendre les processus chimiques qui se déroulent dans des conditions aussi extrêmes. Grâce à la spectroscopie infrarouge, Webb pénètre facilement dans les atmosphères de ces planètes et identifie les empreintes chimiques spécifiques. Les scientifiques peuvent ainsi cartographier la distribution des éléments et des molécules et étudier les effets des rayonnements stellaires intenses. Grâce à ces observations à long terme, Webb peut non seulement surveiller en détail les pertes atmosphériques de ces planètes, mais aussi mieux comprendre les mécanismes de la migration planétaire. Si nous en savons plus sur le taux et l'étendue des pertes atmosphériques, nous pourrons comprendre comment ces planètes se sont rapprochées de leur étoile et quels sont les processus qui les y maintiennent. Cela aide les scientifiques à améliorer leur modèle de formation et d'évolution des planètes, et nous permet de mieux comprendre les divers rouages des forces physiques et chimiques dans l'univers. Des exoplanètes se sont-elles formées autour de Fomalhaut ? La NASA a nommé l'image d'apparence mystérieuse de Fomalhaut dans sa coquille de poussière Dusty Debris. Et qui aurait pu penser que cette image deviendrait une fois de plus le centre d'un débat houleux entre scientifiques ? Fomalhaut est une étoile relativement jeune située à environ 25 années-lumière de la Terre dans la constellation du Poisson austral. C'est l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne et elle était souvent considérée par les Perses comme l'une des 4 étoiles royales. Les chercheurs font souvent référence au disque brillant de poussière et de débris sous le nom de ceinture de Fomalhaut. Ce disque est considéré par les scientifiques comme une région potentielle de formation de planètes. Et c'est précisément la raison pour laquelle le JWST a maintenant tourné ses yeux aiguisés vers cette région. Le JWST a été construit non seulement pour nous montrer les premières époques et les galaxies les plus anciennes de l'univers, mais aussi pour améliorer considérablement nos connaissances sur les exoplanètes. Le spectromètre infrarouge de Webb pénètre sans effort dans les amas de poussière et de gaz les plus denses et grâce à cette fantastique nouvelle technologie,
Les astronomes peuvent maintenant pour la première fois regarder à travers le verre mystérieux et analyser en détail tous les objets supposés et les amas suspects. Y a-t-il vraiment des signes de planètes ici, ou ce disque est-il vraiment quelque chose de tout à fait différent ? À proprement parler, il s'agit de plusieurs disques composés de gaz, de particules de poussière et de restes de collision entre des corps célestes plus petits. Dans les disques de ce type, qui entourent les jeunes étoiles, des planètes peuvent se former où il existe déjà des planètes entièrement formées qui ont jusqu'à présent échappé à nos yeux. En 2008, la découverte de Fomalhaut b, une exoplanète potentielle dans le disque, a été postulée. Cependant, peu de temps après, l'image a changé et depuis lors, les chercheurs ne savent pas si et combien de planètes orbitent autour de l'étoile. L'examen précis au spectromètre du disque de poussière et de débris autour de Fomalhaut peut non seulement fournir aux scientifiques des indications exactes sur les planètes prêtes à l'emploi ou sur les premiers stades de leur développement, mais aussi leur donner un aperçu supplémentaire de la composition des matériaux entourant l'étoile. Ces analyses uniques du jeune système stellaire nous fournissent de précieux indices sur les processus de formation des étoiles et sur l'évolution ultérieure d'un jeune système stellaire. Grâce à ces images de pointe et à sa capacité d'observation dans l'infrarouge, le JWST détecte l'émission thermique des disques autour de Fomalhaut et fournit aux astronomes des analyses de données. Chaque fréquence lumineuse individuelle permet de mieux connaître la taille, la forme, la composition et d'autres propriétés physiques des particules de poussière à l'intérieur du disque. Les gaz deviennent visibles et analysables, ce qui permet de reconstituer lentement l'image de ce qui se passe réellement dans le disque autour de Fomalhaut. Les observations précédentes ont déjà révélé plusieurs structures en forme d'anneaux et des lacunes qui pourraient indiquer la présence d'exoplanètes. Le grand nuage de poussière est un énorme nuage de poussière situé dans le disque de poussière de Fomalhaut. Auparavant, on pensait que ce nuage de poussière était le résultat d'une collision entre de grands objets dans le disque, entraînant la formation de grandes quantités de poussière. Aujourd'hui, une image émerge selon laquelle les condensations qui ont reçu les noms provisoires de F2300C et F2550W pourraient être bien plus que cela, à savoir la preuve de l'existence de jeunes planètes. Si ces premières estimations s'avèrent exactes dans les semaines et les mois à venir, cette découverte fera sensation, car nous verrions alors certaines des plus jeunes exoplanètes que nous ayons jamais vues dans les anneaux autour de Fomalhaut. Repérer des exoplanètes dans l'immensité de l'espace est déjà très difficile. Rendre les jeunes planètes visibles a longtemps été considéré comme impossible. Maintenant que nous pouvons assister à la naissance et au développement des planètes dans d'autres systèmes, nous avons une occasion unique de comprendre l'évolution de notre propre système solaire d'une manière totalement nouvelle. Fomalhaut, la bouche du poisson. Fomalhaut est une jeune étoile qui a une vieille histoire ici sur Terre. Jeune dans le contexte cosmique, c'est 440 millions d'années. À 25 années-lumière de nous, l'étoile de classe spectrale A3V brille d'un blanc bleuté si éclatant que Fomalhaut est l'une des étoiles les plus connues sur Terre. Avec une masse de 1,92 fois celle du Soleil et une luminosité 16 fois supérieure, Fomalhaut est assurément l'une des étoiles les plus brillantes du ciel nocturne. Dans l'Antiquité, Fomalhaut était reconnu par les Grecs comme faisant partie de la constellation Piscis Austrinus, qui représente aujourd'hui encore le poisson austral. Le nom Fomalhaut vient de l'arabe. Il s'agit d'une abréviation du terme Fom al-Haut, qui se traduit par bouche de poisson. Les anciens Perses l'appelaient Astorang, l'une des 4 étoiles royales qui étaient considérées comme les gardiennes des cieux. Dans l'astronomie islamique, Fomalhaut a été décrite comme faisant partie de la constellation Al-Dulf, le dauphin, et avait une signification très particulière dans les pratiques astrologiques mystiques. Les noms arabes des étoiles trouvent leur origine dans l'astronomie arabe médiévale, qui connaissait déjà d'innombrables étoiles, leur donnait des noms et en tenait même des catalogues. Les connaissances des Arabes sur les étoiles constituaient l'une des plus vastes collections astronomiques anciennes. Bon nombre des anciens noms arabes ont ensuite été adoptés par les astronomes européens et sont encore utilisés aujourd'hui. Fomalhaut est également spécial pour les cultures indigènes. Dans les légendes de certains peuples indigènes d'Australie, l'étoile brillante était considérée comme une sorte de messager de la lumière. Les aborigènes l'appelaient le foyer, et elle jouait un rôle central dans les histoires sur la création et le lien avec les ancêtres. Ces interprétations culturelles et ces histoires montrent l'importance que Fomalhaut a dans notre culture humaine depuis des milliers d'années.
Les anciens Perses n'auraient probablement jamais rêvé d'observer et d'étudier l'étoile lointaine comme nous pouvons le faire aujourd'hui, grâce à des instruments tels que le télescope spatial James Webb. Fomalhaut B, exoplanète ou fantôme? La question de savoir s'il existe des planètes dans le voisinage de Fomalhaut et combien il y en a est passionnante. Bien que l'étoile soit jeune, les exoplanètes devraient déjà être en développement, s'il y en a. Les planètes de notre système solaire se sont également développées directement après notre Soleil, à partir des accumulations restantes de gaz et de poussière. Fomalhaut est étudié intensivement depuis les années 1980 avec des télescopes qui devenaient de plus en plus performants à l'époque. En 2004, les observations du télescope spatial Hubble ont révélé que le disque de poussière possède une limite intérieure nette. On a alors supposé pour la première fois qu'un objet massif exerçait une influence gravitationnelle sur le disque de poussière. Le fait que le disque de poussière soit elliptique a été considéré comme une indication supplémentaire de la présence possible d'une planète. Des chercheurs de l'Université de Californie avaient déjà exprimé un soupçon similaire en 2001. Cependant, les preuves manquaient. En novembre 2008, un article a été publié pour la première fois qui postulait l'existence possible d'exoplanètes dans le système Fomalhaut et présentait également de bonnes preuves optiques pour ces planètes. En 2010, Hubble a de nouveau tourné ses yeux vers Fomalhaut. Dans les nouvelles images, cependant, il y avait des indications que la position inclinée du disque pouvait également s'expliquer d'une autre manière. La preuve de l'existence de l'exoplanète Fomalhaut B a été donc réfutée. Malgré l'absence de preuves, certains cercles ont continué à spéculer sur la nature possible de Fomalhaut B et sur le fait qu'il pourrait s'agir d'une planète semblable à la Terre. Les éventuelles propriétés physiques de Fomalhaut B ne pouvaient être déduites que des paramètres orbitaux hypothétiques, ce qui signifie en clair que toutes les conjectures étaient hautement spéculatives. Les calculs ont montré que, s'il s'agit d'une planète, elle pourrait avoir une taille égale à la moitié ou au double de celle de Jupiter. La taille et la température de surface calculée de moins 200 degrés Celsius plaident à elles seules contre une planète de type terrestre. Il semble plutôt s'agir d'une planète gazeuse. Fomalhaut B pourrait être une sorte de soleil empêché, semblable à notre Jupiter. Jupiter s'est probablement formé comme l'une des premières planètes du système. Si elle avait eu un peu plus de masse, elle aurait été suffisamment dense pour devenir une étoile. Nous aurions alors un système solaire binaire avec 2 étoiles aujourd'hui. Mais dans le système Fomalhaut, le vent a de nouveau tourné et les observations ultérieures n'ont même pas pu prouver que la planète Fomalhaut B existait vraiment. Les nouvelles données ne pouvaient plus prouver la masse définie observée au début des années 2000, ce qui a conduit l'hypothèse que Fomalhaut B pourrait plutôt être un nuage de poussière éphémère formé par la collision de 2 objets plus petits. Les détecteurs infrarouges du JWST n'ont pas non plus réussi à détecter d'émissions infrarouges significatives qui indiqueraient la présence d'une planète. Les planètes devraient être visibles grâce à leur propre chaleur ou à la lumière réfléchie des étoiles dans la gamme des infrarouges. Mais malgré une recherche approfondie, aucune preuve de ce type n'a été trouvée. Les scientifiques pensent actuellement que l'objet, qui a été confondu avec l'exoplanète Fomalhaut B, n'est en fait pas une masse planétaire solide, mais un objet doté d'une structure dynamique qui se dissout ou se modifie au fil du temps. Abonne-toi dès maintenant et participe à chaque nouvelle vidéo.